Beauté, mes sœurs et frères, dans la zolacratie. Jumbo, à toutes nos sœurs et frères de par le monde. L'honneur est pour moi d'avoir la parole sur la radio Kimuntu, radio de l'école initiatique de l'élévation des consciences Kimuntu. Vous connaissez ma voix maintenant, je suis votre Mpangi, polar, colombe. J'invite tous les éléments qui gouvernent la vie à se joindre à nous. La terre de Mamantoto, l'eau des Mamba, l'air des Mupepe et le feu du Tia, pour fusionner avec nous et faire de nous un éther. Je remercie tous les Bakulu et Mbambazi pour leur amour et protection. Que l'amour, le Nzola et la paix, Kimia, Amahoro, soient toujours avec nous, dans nos cœurs, nos esprits, et que ce Nzola résonne dans nos corps. Nous allons continuer à parler de la place originelle de la femme et des mystères du féminin sacré, au travers des questions que je me pose, qu'on se pose tous et qu'on partage grâce à nos outils de communication modernes. Je suis toujours fascinée de la technologie qui nous entoure. Elle nous permet d'être si proches les uns des autres alors que nous sommes à des milliers de kilomètres. Je parle chaque jour avec des Longoki de l'école Kimuntu. Dans les forums que nous avons à l'école, le forum de la conscience divine, que je salue tous les Mpangi, et celui du féminin sacré, je salue toutes mes Zolasistas. J'oublie pas mes sœurs et frères non plus du Kanda Diatemo Zola qui s'est formé et qui marque l'avènement d'une ère nouvelle pour nous tous. Je salue donc chaque Mpangi, paix et amour à vous toutes et à tous. Je n'en oublie pas, évidemment, ceux qui, chaque semaine, sont au rendez-vous avec vous pour vous partager leur lumière du Nzola, du Ntango Diatemo, dont les rayons sont dorés. Je salue mes chers Yaya, Tina et Mbiko bien-aimés, et mes respects au Mbuta, Kiziza Kinkela, Mbuta Bonza Amani et notre cher Longi, Mbuta Nswadi Kimbazi. Et ce soir, j'ai une pensée d'amour et de compassion à notre Mpangi Temo qui a connu une tragédie en perdant des êtres chers. Une pensée pour lui. Donc, comme à mon habitude, avant de commencer, je vous demande d'accueillir ma parole dans l'écoute du cœur, d'en faire votre parole. Je vous partage mon regard de femme, une vérité qui me vient de la source unique. Ce n'est pas la vérité, car il y a autant de vérités qu'il y a d'âmes incarnées, avec lesquelles je partage l'essence d'une même source. Nous avons en nous tous cette vérité qui nous vient de la source unique en nous. Aujourd'hui, on va continuer à parler du féminin sacré, de l'énergie féminine en chacun de nous. Et comme point de départ, je vais reprendre une question d'une sœur du cercle du féminin sacré qu'elle avait posée. Comment savoir que nous avons de l'énergie féminine et masculine en nous? Je lui ai répondu à cette question, mais je vais donc partager avec vous en quelques mots dans cette émission ce que je lui ai dit à ma sœur Kapinga, que je salue. Nous sommes des amas de particules. Ça, c'est la version scientifique des choses. Nous sommes des amas de particules en mouvement dans l'univers. Dans ce que nous voyons, tout ce que nous voyons autour de nous,
sont des particules en mouvement qui vibrent à une certaine fréquence, selon le frottement de la dimension dans laquelle ils se trouvent. Plus l'air devient plus dense, la matière devient plus dense, plus la fréquence des particules baisse, et plus la fréquence baisse, plus les particules se densifient jusqu'à devenir solides. C'est-à-dire que notre corps a un amas de particules qui vibrent à une fréquence X dans la troisième dimension. Venir au monde, c'est quitter un état éthérique fluide, on va dire, vibrant à des hautes fréquences, pour venir s'incarner, se solidifier dans la matière de la vibration de la troisième dimension. Les pierres qui, eux, vibrent à la première dimension sont totalement inertes à nos yeux, mais en réalité, ils bougent et respirent comme nous. Sauf que eux vibrent à une réalité encore plus dense que nous. Une pierre se déplace à une vitesse x dans une réalité y, dans la troisième dimension. Nous avons donc pas la même notion du temps que le règne minéral, tout comme le règne végétal. Pour ce dernier, le règne végétal a toujours fasciné les hommes depuis toujours, jusqu'à en faire un symbole fort dans la tradition de Katiopa. L'arbre a depuis toujours tenu une place privilégiée dans le cœur de nos traditions, et cela dans n'importe quelle région du continent. Du nord au sud, d'est en ouest, l'arbre est une entité respectée. On retrouve l'arbre à palabre dans tous les villages partout sur Katiopa, jusqu'aux pharaons, rois et reines d'Égypte qui étaient des arbres des Ntsinnu, les piliers formateurs d'une société. Alors, pourquoi je vous parle de cela? Que la question de départ, souvenez-vous, est c'est quoi l'énergie féminine et masculine? Comment savoir que nous les avons en nous? Je continuerai donc en vous parlant alors de nos magnifiques traditions qui nous enseignent par des paraboles que l'arbre, c'est nous. Pourquoi? Un arbre, c'est fait de racines, d'un tronc, des branches et des feuilles, des fruits et des fleurs. Et les ancêtres nous disent que c'est nous. C'est ce que chaque être humain doit devenir. L'arbre, grâce à ses racines, il forme un réseau souterrain pour trouver un équilibre avec la terre, Mamantoto. Il s'ancre dans la terre. Cette même terre va lui donner les éléments nécessaires à sa croissance, le terreau. Ensuite, chaque année, l'arbre, plus il grandit, plus les racines se multiplient en creusant encore plus loin sous la terre pour aller chercher les ressources de plus en plus riches pour son épanouissement. Pendant ce temps, le tronc pousse en hauteur et en largeur aussi, car plus il s'élargit, plus il pousse les racines à puiser dans le sol. Les branches deviennent de plus en plus solides au contact de l'air et de la densité. Les feuilles sont tournées vers le ciel pour pouvoir à leur tour recevoir la semence du ciel, les rayons du soleil qui amènent à la photosynthèse, comme on dit. La photosynthèse participe à la croissance des fruits et des fleurs de l'arbre et irrigue l'arbre de canaux comme la circulation sanguine qui alimente tout arbre jusqu'aux racines qui, eux, sont sous la terre. Donc l'arbre est l'espèce du règne végétal le plus abouti, le plus parfait.
Au moment de l'automne, dans l'hémisphère nord, ou au moment des sécheresses, dans l'hémisphère sud, quand l'arbre perd ses feuilles, que ses fruits tombent sur le sol, il participe à nourrir la terre, cette même terre qui, à son tour, va nourrir les racines, qui, à leur tour, recommencent le processus en nourrissant le tronc, les branches, etc., etc. L'arbre s'autosuffit, s'auto-alimente, se protège grâce à ses racines enfouies dans le sol et son écorce dure qui protège le corps de l'arbre. Il produit tout ce dont il a besoin pour se nourrir et participe à l'équilibre de la terre en captant les rayons du soleil pour les transformer en chlorophylle et capte le carbone dans l'air qu'elle envoie grâce à son réseau de circulation sanguine, de circulation dans l'arbre. Elle envoie le carbone dans la terre qui la transforme ensuite en oxygène qui repart dans l'atmosphère par sa respiration. Oui, car un arbre respire. On appelle la forêt un poumon. C'est là où le sang est recyclé, le carbone devient oxygène. Tout ça est fascinant. Et plus le climat est chaud et humide, plus on aura des arbres très enracinés et larges de troncs. Et plus le climat est sec et chaud, plus on aura des racines encore plus profondes, un tronc assez fin et long, car l'énergie vient du soleil. Nos ancêtres ont donc pris le roi de la forêt, si on peut dire, pour en faire un modèle de perfection, pour l'humain. Un vrai Muntu. Pour devenir un Kimuntu, doit comprendre le fonctionnement de l'arbre, le Nsi. Les racines sont nos ancêtres, des valeurs qu'on nous a transmises. Le tronc, c'est l'énergie masculine qui est cette écorce dure qui protège l'essence de l'arbre, le cœur de l'arbre. Les branches et les feuilles, c'est l'énergie féminine en connexion directe avec le ciel et le soleil. L'énergie créatrice qui donne vie par la photosynthèse à des fruits ou des fleurs, et des fleurs aussi, etc. L'arbre a donc en lui l'énergie féminine et l'énergie masculine qui fusionnent pour n'en faire qu'un. Un être parfait, le Maungu, l'androgyne. L'arbre est bien le dieu de la forêt. C'est pour cela que nos ancêtres ont depuis toujours instruit des civilisations entières dans le respect des entités, des énergies pures de la forêt. Déranger ces énergies équivaut à dérégler l'énergie cosmique. Et c'est ce qui se passe depuis des décennies maintenant. On coupe des arbres, on exploite la forêt sans demander l'autorisation. Souvenez-vous du magnifique film Avatar, avec leur arbre maison et l'arbre des ancêtres, Hewa, si je me rappelle bien du nom. Parce qu'en Swahili, on dit Hewa signifie le vent. L'arbre a en lui la terre et l'eau, l'air qui façonne l'arbre au gré de la direction qu'il prend, et le feu qui sommeille en lui, par le carbone qu'il contient et qui servira de combustible si nécessaire au moment venu pour s'offrir à l'humanité. L'humain qui est, lui, du 4e règne. Dans chaque règne sur Mamatoto, nous retrouvons des êtres plus ou moins évolués. Dans le règne minéral, ce sont les cristaux qui sont les minéraux les plus évolués.
Dans le règne végétal, ce sont les arbres les plus évolués. Dans le règne animal, ce sont les mammifères tels que l'éléphant ou le dauphin qui sont les plus évolués. Et nous, les humains, nous sommes le quatrième règne. On a en nous la fusion des trois règnes précédents, qui fait de nous des êtres dotés de capacités immenses. Nous interagissons avec la nature avec beaucoup de facilité. Elle est en nous. On a le règne minéral en nous, par les métaux et cristaux que nous avons en nous. Je fais juste une courte parenthèse par rapport à ce que je viens de dire avec les cristaux, ici, en revenant sur mon émission de la semaine dernière, où j'ai parlé expressément de la foi et j'ai parlé de Jésus. Certains Pangui ont pensé que je voulais nourrir l'égrégore de l'Église. Ce n'est pas le cas. Mon intention est de toujours prendre de la hauteur pour analyser les faits, pour pouvoir en retirer le message et non se contenter de l'interprétation de la masse. En évoquant Jésus, je parlais de la dimension métaphysique qui se cache derrière, car on parle du Christ. Un Christ, c'est un être de lumière. Et nos ancêtres de Katiopa nous ont laissé le symbole avec l'œil d'Horus, qui, comme on le sait, est le premier Christ de notre matrice de temps. L'œil d'Horus qui nous montre clairement la glande pinéale dans laquelle on retrouve un petit caillou qui se trouve être des cristaux. Donc nous sommes toutes et tous des êtres de lumière, porteurs de lumière. On nous l'explique depuis la nuit des temps, depuis des millénaires. Et je suis là pour que, ensemble, nous élevons nos consciences à une meilleure compréhension de nous-mêmes et de ce que nous sommes pour savoir ce que nous serons. Je vous remercie donc pour cette remarque que vous avez eue avec Jésus et j'espère avoir dissipé en vous ce malentendu. Voilà. J'en reviens à mon arbre avec nos énergies féminines et masculines. Et en vous rappelant donc que nous avons en nous la fusion des trois règnes qui nous précèdent. Minéral, grâce au cristaux, le Christus, qu'on retrouve dans la glande pinéale, le règne végétal avec la faune et la flore bactérienne en nous, le règne animal avec lequel on partage beaucoup de points communs. L'homme nouveau qui a compris qu'il a en lui tous ces règnes et les 4 éléments en lui, alors il vibre à la 4e dimension. Beaucoup de gens se découvrent des affinités très prononcées avec l'envie de protéger la nature et les animaux. Ce sont toutes des personnes qui ont réveillé en eux le processus des ouvertures des moellas, des chakras. Et cette énergie leur vient de la connexion avec leur monde éthérique, de l'univers. Et l'énergie en soi, qui vous ouvre les portes à des mondes subtils, c'est l'énergie féminine. On assiste donc, depuis un moment maintenant, la venue d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle, plus sensible à sa nature, la nature même qui fait de lui cet être complet, un androgyne, le Maungu. Pour devenir cette femme et cet homme, il va falloir intégrer en soi ces deux principes fondateurs de l'humain. Nous sommes des amas de particules en mouvement dans l'univers
vibrant à une fréquence donnée pour pouvoir s'adapter à la matière dense de la Terre de Maman Toto. Et en vibrant sous la fréquence de la Terre, nous incarnons en prenant forme grâce à l'assemblage de la matière que nous avons dans notre environnement. Imaginez-vous l'homme sous la forme d'un puzzle, avec de millions de pièces détachées, et que ces pièces sont aussi en même temps le puzzle d'autres pièces détachées, composées de milliards de particules de poussière d'énergie. Et toute cette énergie fusionne, se rassemble pour faire un humain, un muntu, un corps. Vous comprenez alors pourquoi les maîtres de sagesse sont des maîtres de lumière, car ils nous montrent et nous expliquent ce que nous sommes réellement, de la lumière pure, vibrant à une fréquence dans la matière dense. Nous sommes la somme des particules de lumière de la nature de Maman Toto, qui elle-même est la somme de particules de lumière du cosmos, du Nza. Nous sommes aujourd'hui que nous avons des particules de poussière d'étoiles en nous. L'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est tout cela. C'est surtout de la lumière qui vibre à une fréquence dans la matière. Nous sommes donc invités, dans la tradition de Katyupa, à prendre conscience de ce que nous sommes, puisque dans la matière, on n'a que un tiers de l'information. Quand on dit matière, l'âme à tiers, un tiers, on entend, d'information. Normal, c'est normal. On est dans la troisième dimension du troisième règne, le règne animal. Si on veut passer dans la quatrième dimension du quatrième règne, il va falloir fusionner avec les 4 éléments en nous et comprendre que l'énergie féminine et masculine sont en nous et que devenir un être androgyne, Maungu, nécessite un kisalu profond en soi pour aller chercher ces 2 énergies et les faire ressortir pour être en connexion avec son environnement. Un être androgyne, Maungu, n'est pas un homosexuel, transsexuel ou que sais-je encore, les aberrations qu'on entend ici et là. Faire Maungu, devenir un être androgyne, c'est être capable de voir en vous l'homme et la femme que vous êtes. Chaque homme a une part de féminin en lui. La femme a une part de masculin en elle. Le but de chaque âme qui descend dans la vibration basse de la terre pour venir s'incarner dans la peau d'un humain vient pour expérimenter la matière. Et comme nous avons perdu cette capacité à descendre dans la matière en être de lumière, due à la forte densité de la terre de Maman Toto, nous devons accepter de perdre notre éthérité, notre enveloppe, notre être pur de lumière, pour prendre un corps adapté à Maman Toto, adapté à l'atmosphère terrestre. Car comme l'arbre, notre peau, c'est une écorce dure qui nous protège des agressions extérieures de notre planète. Sans corps, nous ne pourrions pas nous mouvoir dans la matière. Par là même, nous avons
alors pris le règne le plus évolué pour nous incarner. Et le règne animal, étant le plus évolué sur Terre, nous avons pris un corps animal, tout en étant des êtres de lumière. Il est donc possible à une âme de s'incarner sous les traits d'un animal, voire même dans les autres règnes, si telle est l'expérience souhaitée. Vous avez l'impression que je vous parle de science-fiction ou d'un monde fantastique. Et je vous dis oui, la vie est plus que nous croyons. Nous sommes bien plus que nous croyons. Le fait de venir au monde dans un environnement fera de nous ce que nous sommes. Vous vous incarnez en Chine, vous serez chinois, puisque le canal qui vous accueille sera le corps d'une femme chinoise. Donc vous allez hériter de ce patrimoine. Mais cela ne veut pas dire que c'est là toute votre vie. Car vous êtes un rayon des 12 Kongolo, les 12 cercles du rayon d'incarnation, dans les 12 Kanda, les 12 familles dans la tradition Congo. Et chaque rayon d'incarnation composé de 144 êtres qui pourraient, comme ça, intuitivement, être tout simplement 144 années qui est la vie d'un arbre en moyenne. Et nous connaissons certaines essences d'arbres qui vivent au-delà des 3000 ans. On a retrouvé un séquoia vieux de 3200 ans dans le parc national en Californie. Il mesure plus de 75 mètres de haut, 75 mètres de haut et 8 mètres de diamètre de base. Il y a même un cèdre du Japon qui aurait plus de 7000 ans. Il est situé à Yakushima. Et même un épicéa vieux de 9550 ans en Suède. Et aux USA, dans l'Utah, il existe une colonie de 40 hectares de peupliers qui est considéré comme l'organisme vivant le plus lourd et le plus vieux de la planète, estimé à 6 millions de kilogrammes et âgé de 80 000 ans. La fascination de l'arbre dans nos traditions sur Katiopa nous invite à reprendre contact avec la nature. Et les meilleurs ambassadeurs de la nature sont souvent les artistes qui sont les plus sensibles à l'écoute de la nature. Que de mieux qu'un sculpteur pour nous parler d'un arbre? Nous savons sur Katiopa la place de l'arbre. Regardez les statues qui sont faits pour célébrer la vie du Montu dans l'Enkanda. Les masques en bois referment des pouvoirs magiques venant de l'arbre lui-même et du Montu qui devient ce Ntsinu. Quand le Montu a fait Maungu, il devient un éther, un Ntsinu, un être divin, un arbre en mouvement spiralé dans le cosmos, dans le Nza. Ce sujet sur les masques et sculptures de Katiopa fera l'objet d'une émission à venir d'un Pangi passionné par l'art. Ça sera un beau moment à découvrir avec Pangi Yende, Guillaume, que je salue. Donc, j'en reviens à Omonto, qui sera transformé en sculpture pour honorer sa vie dans le Nkanda. C'est pour cela que les maisons de Katiopa regorgeaient de trésors inestimables qui sont dispersés maintenant aux quatre coins du monde. L'énergie féminine et masculine se canalise, se rassemble en vous. Les deux nyoka, les deux serpents de la Kundalini qui montent pour fusionner au niveau de votre Muela Tumpa, chakra couronne, dans la glande pinéale, votre Christus. La porte de lumière qui mène
vers le Nza, vers le cosmos. Bien souvent, quand une personne meurt, on voit son âme quitter le corps par la tête. Le Maungu est une étape importante dans la vie du Muntu. Devenir un être androgyne, un être parfait, complet, c'était la quête que poursuivaient nos ancêtres. Chaque incarnation était pour en apprendre davantage sur eux et sur leur nature. Le Maungu, l'androgyne, devenir un être androgyne, n'avait rien à voir avec le mariage, puisque l'institution du mariage, en tant que telle, n'existait pas. La reformation de l'être androgyne se faisait d'abord seul. Une fois que le Muntu avait atteint cette maturité personnelle, alors il se mettait avec un autre Muntu, masculin si c'est une femme, féminin si c'est un homme, pour pouvoir faire alors l'union sacrée entre l'énergie féminine et l'énergie masculine incarnée. Et de cette union naîtra un éther, un être divin, un néguer. Voilà ce qu'était une union parfaite entre deux êtres unis par les étoiles. L'astrologie tenait une place majeure dans l'union de ces deux êtres sacrés. Étant donné qu'il était capable de fusionner avec la nature de Mama Toto, ces êtres ont engendré des humains, ces êtres ont engendré des humains parfaits, qui vibraient à des fréquences très élevées, qui leur permettaient de se déplacer sur Mama Toto comme ils voulaient, et de pouvoir s'installer où bon leur semble. Ces êtres ont construit de grandes civilisations encore présentes dans nos mémoires collectives. Les Atlantes, la civilisation Mu, les Lémuriens, les Sumériens, les Égyptiens, qui sont des êtres non pas venus d'ailleurs, mais tout simplement qui avaient parfait l'humain et d'en faire un être divin. Toutes ces mémoires sont en nous, car nous sommes des descendants de ces êtres parfaits qui ont parcouru le monde à la découverte des secrets du cosmos, de l'incarnation, de l'ascension, etc. Nos ancêtres sur Katiopa avaient 3 activités majeures, 3 activités principales qui occupaient toute leur existence. Lire dans les astres, l'astrologie était vraiment très importante. La magie, comprendre comment nos pensées, notre corps interagit avec la nature, le magnétisme, etc. Et l'alchimie, qui est le grand art, qui mène à la transmutation de toute chose. Notre propre corps est transmutable. Si nous sommes conscients de notre incarnation, il est possible, grâce à l'alchimie, de découvrir le secret de l'immortalité. C'est ce que les alchimistes appellent la pierre philosophale. Je suis à sa recherche, je suis déjà consciente de l'immortalité de l'âme, car la mort n'est que la sortie de l'âme hors du corps pour redevenir un être de lumière. Car la naissance, naître, n'est pas être. C'est la mort qui vous amène à redevenir un être de lumière. Il faut alors s'assurer que cet être de lumière soit parfait,
pour poursuivre sa route dans les dimensions supérieures. La vie est comme un jeu. Aussi longtemps que nous n'aurons pas compris la leçon, l'univers te réservera la même chose. Ça, je vous l'avais dit la semaine dernière. C'est une parole de Carl Gustav Jung. Nous devons d'apprendre à dépasser nos limites. Notre corps nous limite. Il faut apprendre quand même à utiliser nos énergies intérieures pour transmuter notre réalité. Tout ce que nous voyons dehors sont les énergies des pensées intérieures collectives. Il existe encore des endroits sur Terre où des humains vivent en toute quiétude, car on les a pas contaminés avec les énergies négatives collectives. Chaque pensée est une réalité. Chaque pensée est une énergie. Chaque pensée que vous émettez, intentionnellement ou non, se matérialise. Je vais vous faire rire à ce propos. Petite fille, j'ai un jour demandé à mon grand-père d'où je venais. Hein. Je suis née sur Katiopa, donc mon grand-père, il me répond, parce que quand même on a grandi dans une famille assez, comment dirais-je, discrète, et la place de la sexualité, etc., on ne l'explique pas dans n'importe quel sens, n'importe comment, donc on est assez, on va dire, pragmatique et très, toujours parler en parabole. Sur Katiopa, on parle énormément en parabole, c'est vraiment extraordinaire. C'est une façon de dire les choses sans les dire, en très peu de mots. Et donc, mon grand-père qui me répond, il m'a répondu, « Tu es né d'un songe d'Iman. » Donc, je suis né d'un rêve de la source unique, Iman. Ok. J'ai longtemps cultivé ça en moi. Je savais que je venais d'une famille d'âmes incarnées sur Terre, jusqu'au jour où, arrivé au lycée, un autre grand-père, appelé cette fois-ci Darwin, je pense que vous le connaissez tous, m'apprend que je descends du singe. Et là, je me dis, oula, quelqu'un qui me dit que je descends d'un songe, que je suis né d'un songe, d'un rêve, et l'autre, il me dit que je descends du singe. Il y en a un des deux, grand-père, qui me ment. Ou ils ne connaissent pas très bien leur histoire. C'était une parenthèse. Tout ça pour dire que, au fait, les deux ont raison. Nous faisons tous partie d'une famille d'âmes, c'est-à-dire une famille élargie, qui est multidimensionnelle, qui vit dans les différentes dimensions avec lesquelles on partage un rayon d'incarnation parmi des milliards d'autres rayons d'incarnation. Et Darwin, avec sa théorie de l'évolution de l'humanité, qui sort de l'eau, a aussi raison. Si vous m'avez bien suivi depuis le début, les êtres de lumière que nous sommes s'incarnent selon leur expérimentation à faire dans la matière. Et chaque règne s'élève grâce à l'expérimentation qu'elle en a fait. Des entités se sont donc incarnées en divers animaux pour faire leur expérimentation de la matière. Et au fur et à mesure, ils ont perfectionné, transmuté la matière pour en arriver à l'hominidé primitif que nous connaissons. Le film La planète des singes, c'est du darwinisme pur. Les singes, ayant atteint une certaine maturité, prennent le pouvoir et soumettent
l'homme, l'humanité, à leur bon vouloir. Ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Nous avons aujourd'hui des laboratoires qui testent des tas de choses sur les animaux, notamment le croisement de l'ADN humain avec l'animal, ainsi que les animaux entre eux, pour créer des nouvelles races, des nouvelles espèces, comme le chien, qui est un hybride. Même si on dit chien de race, un chien reste une expérience de laboratoire. Le film Jurassic Park est loin d'être une fiction, il existe déjà. De nouvelles espèces non répertoriées, ni dévoilées au grand public évidemment. Une nouvelle réalité se prépare dans les laboratoires, et cela a toujours été le cas. L'humain aime jouer aux apprentis sorciers, et ça marche. Et à chaque fois, c'est un éternel recommencement. L'Ouroboros des Amérindiens explique cela avec le serpent qui se mord la queue. À chaque fois, nous atteignons un seuil critique qui fait que nous devons reprendre dès le début. Et c'est l'humanité qui plonge dans le chaos. Et il faut remettre de l'ordre. Ordos ab chaos. L'ordre par le chaos. Comme quand on joue au puzzle, on met toutes les pièces dans le désordre là devant nous. On met toutes ces pièces éparpillées, puis pièce par pièce, on reforme l'image. Et c'est la magie qui opère. Image, anagramme de magie. À partir d'un chaos, on remet de l'ordre. Le monde aujourd'hui, nous, Longi et Longoki et les Pangi, nous apprenons de ce chaos. Ce chaos nous pousse à chercher la lumière. On cherche à remonter, à remettre les pièces du puzzle de nos ancêtres en place. Chaque information nouvelle apprise nous permet de sortir petit à petit du chaos de ce monde. Nous sommes conscients que nous devons mettre de l'ordre dans nos vies pour devenir un Muntu, un être qui vibre à une fréquence plus haute, un être qui découvre en lui le féminin sacré, créatrice d'une nouvelle réalité, salvatrice et matique, respectant l'ordre d'Unza du cosmos. Un être qui vibre à une fréquence liée à la 4e dimension. Un être qui redécouvre le pouvoir de ses mabanza, ses pensées créatrices d'une nouvelle réalité. Un être qui vibre à une fréquence plus ordonnée et alignée avec son âme. Donc avec sa famille d'âmes aussi. Le monde devient plus sensible à ses capacités extrasensorielles aujourd'hui, qui lui avaient fait défaut avant. Le monde s'éveille à la nature, à sa protection, jusqu'à bannir les produits venant des animaux dans sa nourriture. Beaucoup de gens qui rentrent dans le 4e règne ne mangent plus de viande ni poisson. Ça fait partie de l'évolution de la conscience. Non pas pour faire comme tout le monde, c'est juste une prise de conscience de la souffrance des animaux qu'on élève dans des conditions inhumaines et qu'on maltraite. Les produits emballés sous vide dans les supermarchés qui vous rendent de plus en plus malades participent au ralentissement de votre épanouissement dans la 4e dimension. Tout comme vous, la Terre, Maman Toto, est en train de vouloir évoluer. Tout comme vous, la Terre a une conscience. Et c'est une entité à part entière qui a aussi subi ces traumatismes. Et de temps en temps, elle nous le fait savoir par des inondations et des incendies. C'est sa façon de se purifier
Comme nous, quand on a mal, on pleure. Eh ben, la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pareil. Elle inonde, pluie diluvienne, etc. Quand on est malade, on a la fièvre. Bah, la terre, c'est pareil. Un incendie se déclenche. Ne vous en faites pas. Elle n'a pas besoin de nous. La terre, elle se débrouille très bien toute seule. C'est une entité à part entière. Et nos ancêtres qui ont réussi à ascensionner avaient réussi à interagir avec l'univers tout entier. Les dimensions sont multiples. Croire que la planète Terre est la seule habitable serait croire qu'au-delà de la mer, il n'y a plus rien. C'est une idée qui avait vécu il y a longtemps. Et maintenant, on sait que le Finistère n'est pas la fin de la Terre, pour ceux qui habitent en France, mais bien le début d'autre chose. Le fait d'élever sa conscience à un monde plus vaste, vous verrez, vous aurez l'impression que la Terre est aussi plus vaste. On pense toujours à travers une fenêtre, alors que si vous vous mettez devant la porte, vous verrez mieux dehors. Enlevez vos œillères, le monde est bien plus vaste et plus grand qu'on veut vous le faire croire. Le continent noir équivaut à peu près à 3 continents en elle. Vous pouvez mettre 3 continents dans le continent noir. La population mondiale pourrait tenir sur Katiopa. Et il y aura encore de la place. Il est donc temps d'ouvrir vos yeux à la réalité qui vous entoure. C'est une scène de théâtre qui se joue chaque jour devant vous. On entretient votre peur en vous faisant en vous faisant croire à des grands dangers, des catastrophes humanitaires et écologiques. On fait des sommets pour sauver le climat. Vite, ça chauffe. Des guerres perdurent partout dans les 4 coins de la planète pour souiller Mamatoto. On n'envoie même pas les forages, des puits de pétrole, les déchets nucléaires qu'on ne peut pas recycler. Ni vu ni connu. Allez hop, on s'en débarrasse sous terre. Mais ce qu'on nous cache à nous, ne vous inquiétez pas, Mamatoto le voit, la Terre le voit. C'est une entité, elle aussi. Et elle veut s'en défaire. Viendra le jour où, alors, un nouveau déluge ou une période glaciaire se manifestera. On veut nous faire peur avec des installations d'antennes radio capables de modifier le climat, contrôler l'humain à distance. Oui, cela existe, et de plus en plus des nouveaux antibiotiques avec des nanoparticules. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a maintenant des nouveaux antibiotiques avec des nanoparticules dedans, de puces de type RFID, qui viennent d'être mis sur le marché. Comme cela est déjà le cas dans quelques compléments alimentaires de certaines firmes pharmaceutiques qui travaillent sur l'anti-âge en introduisant des nanoparticules de puces RFID qui vont maintenir artificiellement votre corps plus jeune. Mais si vous arrêtez, vous vous flétrissez à la seconde. Le docteur Joyeux en parle très bien. L'humain est capable du meilleur comme du pire. Les technologies mind control, blue beam, etc., c'est tout ça. Il ne faut pas toujours accuser les petits bonshommes verts venus d'une autre galaxie. L'humain lui-même pratique très bien l'auto-sabotage, la manipulation, la destruction. Faire évoluer sa conscience vous permet donc de changer la fréquence
de vibration de vos particules dans vos cellules. Des Binselia. Élever sa conscience, c'est accueillir en soi l'énergie féminine créatrice d'une nouvelle matrice en nous. N'allez pas chercher ailleurs dans ces nanoparticules qu'on vous donne. Tout se passe dans le champ morphogénétique de vos cellules. L'épigénétique, dont le docteur Bruce Lipton nous parle, c'est bien ça, la capacité du monde tout à changer sa vibration des particules cellulaires, pouvoir changer ses pensées pour pouvoir élever son taux vibratoire, pour pouvoir transmuter la matière. Chaque pensée que vous avez crée un champ morphogénétique autour de vous. C'est un champ électromagnétique qui circule tout autour de vous. C'est naturel. Ça nous permet de nous mouvoir dans la matière, qui a en son centre un atome de fer, la matière, la Terre, un atome de fer magnétique, et l'atmosphère qui, lui, est électrique. Et nous sommes des centrales, des générateurs sur pattes, qui captons l'électricité venue d'en haut et le magnétisme venu de la Terre. Et tout ça circule autour de nous. C'est la polarité des deux champs qui nous permet de maintenir la densité de matière en nous et à l'extérieur de nous. Les champs électromagnétiques des antennes relais, émettant trop fortement, nous empêchent d'entrer en connexion les uns avec les autres, de façon naturelle. Une antenne relais en soi n'aurait rien d'agressif, sauf que là, il émet des ondes beaucoup trop fortes qui brouillent les fréquences qu'on est censé échanger naturellement. Le fait de vibrer à la 4e dimension vous permet d'élargir votre champ morphogénétique, donc retrouver sa capacité de télépathie, de clairaudience, de clairvoyance, etc. Élever sa conscience, c'est permettre à son corps d'opérer une transmutation majeure qui vous permet de vous protéger naturellement des maladies. Votre ADN commence à muter aussi. Ça, c'est le film X-Men que j'adore. Les mutants sont des gens comme tout le monde. Ils ont réussi à activer leur ADN et à transmuter la matière en devenant ce qu'ils veulent être. Chacun a ses capacités et le perfectionne. Voilà donc tout ce que l'énergie féminine est capable de vous apporter si vous le manifestez en vous. Une énergie créatrice, une nouvelle matrice en vous, une énergie capable de transcender la matière pour vous faire évoluer vers d'autres dimensions. Rappelez-vous de l'arbre. Ce sont les feuilles au sommet qui sont en contact avec l'énergie électrique, créatrice de cette étincelle divine en nous. Je m'adresse donc à toutes les femmes d'abord. Vous incarnez cette énergie féminine. Vous êtes le féminin sacré. Votre place originelle est de donner vie à la matière inerte. Vos pensées sont des concepts de vie pour un nouveau monde. Vous êtes liés au monde éthérique naturellement. L'homme sacré est votre création. Sans la femme et sans l'énergie du féminin sacré, la terre, Mama Toto, serait comme un astre froid et inerte. Quand je parle de
de la place originelle de la femme, du féminin sacré qui donne vie à la matière, je voulais partager avec vous une connaissance de nos ancêtres dans la tradition de Katiopa, en particulier des sages-femmes du Rwanda-Burundi, pour que vous compreniez mes propos quand je vous dis que la femme est créatrice de sa réalité. Les femmes naissent avec une réserve de plus ou moins 450 000 jusqu'à 700 000 ovules. Ça, c'est la science qui nous dit ça. Ce potentiel représente une réserve incroyable d'énergie. Et les ovules, quand vous voyez un ovule, on dirait un astre, on dirait oui, un astre. C'est une planète. Et ces ovules ont un potentiel, représentent une réserve incroyable d'énergie qui sera perdue si rien n'est fait. Les pilules et autres moyens de contraception viennent perturber le bon fonctionnement des ovules et de l'ovulation. Les ovules sont comme des boules d'énergie mises à la disposition de notre corps. Ils contiennent la vie. Si c'était uniquement pour avoir des enfants, on n'aurait pas besoin d'en avoir autant. Donc, chaque ovule est une centrale énergétique contenant toutes les informations du monde, de tout notre corps. Chaque ovule qui s'engage dans la course de l'ovulation dans l'utérus, fabriquée par nos ovaires, est une bombe d'énergie. Pour les femmes les plus expérimentées dans la connaissance de leur corps, je vous invite vivement, mesdames, à écouter votre corps. Pour les femmes qui ont l'expérience dans la connaissance de leur corps, vous pouvez sentir votre corps qui change au moment de l'ovulation. La poitrine qui durcit, vous le savez, souvent avant d'avoir ces menstruations, beaucoup de femmes se plaignent de douleurs dans la poitrine, de la poitrine qui durcit. Les hanches qui s'élargissent, on le voit physiquement, on change. Et vous avez un appétit extraordinaire. À cette période-là, vous êtes capable de manger tout, n'importe quoi. Tellement l'énergie est là. C'est votre ovule qui s'est engagé dans l'utérus, qui dégage une telle force de vie que vous êtes submergé par vos émotions. C'est un moment où une grande énergie sexuelle vient à vous aussi. On a essayé d'expliquer cela de façon scientifique, mais comme on sait que ce sont des hommes qui essayent de comprendre la femme, ça reste assez basique dans les explications. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit lors d'une précédente émission qu'il est temps, mesdames, que nous-mêmes, en tant que femmes, que nous puissions faire nos propres recherches et d'en donner nos propres explications, car c'est nous qui le vivons de l'intérieur. L'homme n'en a aucune idée, donc ça serait bien de pouvoir faire comprendre au monde entier que nous sommes bien plus qu'un simple utérus qui fait des enfants. Nos ovules sont des bombes d'énergie. C'est la vie, tout simplement. Une femme qui maîtrise son corps sait comment utiliser cette énergie ovarienne. Et une fois l'ovule dans l'utérus, il donne au corps toute l'énergie, la puissance nécessaire au renouvellement du corps, pour entretenir l'énergie du corps. Ensuite, il sera expulsé hors du corps naturellement par les règles qui sont en réalité une simple purification, comme un saignement de nez quand on
on a une baisse de pression dans le corps, le nez saigne. Ben, les règles, c'est pareil. C'est une fois qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner, il descend. Les règles, les ovules, l'utérus, mes chères femmes, ne sont pas uniquement faits pour la fécondation. C'est votre vie. C'est votre centrale énergétique. C'est le centre même de vos émotions, de votre énergie sexuelle. C'est votre usine à faire de vous une vraie femme dans la matière. Vouloir l'inhiber, l'écraser, le torturer, lui donner des médicaments, c'est vous condamner à la mort. Les pilules et autres contraceptifs sont là uniquement pour affaiblir votre corps de déesse. La femme souffre énormément de fatigue chronique en ne sachant pas d'où ça vient. On se dit, j'ai un train de vie beaucoup trop intensif, je travaille, j'ai la maison, il y a ça, il y a... Non, mesdames, pas du tout. Parce que si vous écoutiez votre corps, vos ovules sont vos centres énergétiques. Et chaque mois, ils viennent à vous, à votre rencontre, pour venir vous redonner vie. Vous imaginez à quel point la nature est belle, comment elle est bien faite. Donc le fait de prendre tous ces médicaments vous affaiblit le corps. N'accusez pas votre train de vie. Aussi, il y a de cela. La nourriture, etc. Il y a beaucoup de ces choses-là. Mais pensez aussi à ce que vous donnez à l'intérieur de votre corps. Toutes ces pilules, toutes ces contraceptifs, tous ces médicaments qui vous affaiblissent, qui affaiblissent votre appareil génital. Accepter d'être une femme est une longue initiation. J'y reviendrai encore et encore, car il faut sortir de votre culpabilité. La femme est bien plus qu'elle ne pense. La femme crée ce monde. Vous avez en vous toutes les planètes qui s'invitent dans vos ovaires. Une femme qui connaît bien son corps maîtrise parfaitement sa sexualité et ne court aucun danger de grossesse. Le corps d'une femme mature et mûre d'esprit peut facilement expulser des ovules inertes et non fécondables. Car le fait d'avoir des ovaires qui fabriquent nos ovules, et cela durant toute notre vie, car la ménopause, une fois de plus, est un processus de ralentissement dû à nos modes de vie et non à la nature de la femme. Nous sommes au même titre que les hommes en permanence en train de fabriquer des ovules, comme le sperme des hommes. Un homme fera l'amour pour sortir les spermatozoïdes, qui est, comme chez la femme, les pertes blanches et la menstruation. Les testicules sont l'équivalent des ovaires chez l'homme, chez la femme pour l'homme. Les testicules, c'est la même chose que les ovaires. Ils fabriquent cette matière, cette énergie. C'est aussi une centrale d'énergie très puissante, les testicules chez l'homme, qui fournit de l'énergie au corps. Nos organes sexuels sont des centrales à énergie libre pour le corps. Il faut donc les entretenir correctement. Mesdames, votre utérus est le centre névralgique de votre existence. Le vagin est votre fleur de vie qui s'ouvre pour s'offrir à l'homme. Vous êtes seul à décider de ce que vous faites de votre corps. Nous aurons l'occasion d'y revenir encore
dans les semaines à venir, le message que je voudrais que vous reteniez, s'il y aurait que ça à retenir, serait d'apprendre à vous réapproprier votre corps de déesse, d'apprendre à l'écouter, de redevenir ami avec vos ovules. Ils sont vos boules d'énergie créatrice de vie, de votre vie d'abord. Arrêtez de sacrifier votre corps avec des médicaments, ça l'affaiblit énormément et ça détruit votre organisme. Le fait de vieillir plus vite aussi. Bon, on y reviendra et je vous parlerai aussi de l'avortement. Qu'est-ce que c'est en réalité l'avortement? C'est devenu même un instrument de torture et de culpabilisation des femmes. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et comme à l'accoutumée maintenant, depuis quelques semaines, je vais finir avec une loi universelle, une loi de Mahat dans le Bukongo. Je vous ai déjà partagé depuis des semaines maintenant. Je vous parle des lois de Mahat. Et là, on en est à la 7e loi de Mahat qui dit « Je vis dans la vérité ». La vérité, en langue des oiseaux, nous envoie à le découper. Il faut découper le mot pour le comprendre. La vérité, on entend dans la langue des oiseaux ver, i-t. Le vert d'abord, la couleur, qui est la couleur de la connaissance en toute chose. Le vert, couleur de l'émeraude, qui est une pierre, la pierre de la connaissance, de Tutsi-Tot, qui nous a converti ça dans des tables de loi du cosmos que nous devons connaître. Le vert est aussi la couleur de la nature et aussi la couleur de l'amour. On en a déjà beaucoup parlé à plusieurs reprises avec notre Nkaka Osiré. Le vert, c'est aussi le ver de terre, l'animal, ô combien indispensable à notre mère nature, Maman Toto. Le vert nous renvoie aussi à la direction, aller vers quelque chose ou quelqu'un. La vérité, c'est donc tout cela à la fois, vers, i, t. Le i, en langue des oiseaux, est le symbole de l'unité de Dieu, l'unique. Et t, dans vérité, c'est toi, tu es. La vérité est donc un mot qui se vit dans la compréhension de notre unité, de notre union avec l'univers, avec notre partie divine, dans le cœur, dans l'amour et la connaissance en toutes choses. La vérité nous unit à notre source. Cette loi de Mahat, du Bukongo, qui nous dit « Je vis dans la vérité », nous dit bien cela. Je dois vivre dans la connaissance et l'union avec la source, avec mon âme divine, mon âme divin. Conscient de mon appartenance à l'univers. Vivre la vérité signifie s'ouvrir à son monde intérieur, à cette lumière qui vous enveloppe comme les bras d'une mère, la déesse mère ici, Isis, Isata. Soyez conscients, mes chers Pangi, de toute cette déformation, de cette illusion de ce monde qui veut souiller la femme en donnant le nom de la déesse mère Isis à une organisation criminelle qui sème la mort. Alors que Isis, c'est la déesse mère, la mère nourricière, la Vierge noire. Soyez conscients de la déformation de l'histoire qui fait de l'homme noir ce qui n'est pas. On a inculqué, traumatisé,
transformé, menti depuis des siècles maintenant sur le rôle majeur qu'a joué le mélanoderme sur cette planète, en faisant de lui un esclave, un moins que rien, alors que c'est tout le contraire. Le mélanoderme est un éther, un néguer, si vous préférez, comme disaient les anciens Égyptiens, qui connaissaient en lui sa capacité à devenir un être divin. Le mot néguer, je vous l'avais déjà expliqué, qui signifie divin, et ce mot sera repris pour désigner tout être capable de fusionner avec l'Ntemo, avec la lumière noire de Mama Wandombe, la lumière noire du cosmos, qui est la vraie lumière de l'énergie pure en mouvement spiralé dans l'univers qui nous donne les fameux trous noirs, qui aspire toute matière autour de lui pour le transmuter. Néguer, qui sera à la racine du mot nègre, negro, negra, en langue espagnole, nous renvoie à la couleur noire. Donc on est bien dans le noir, le néguer. Mais le néguer, chez les Égyptiens, c'est l'être divin. Et notre Mpangi, Nassim Aramei, nous en parle des trous noirs. Il y aurait des vortex, des trous noirs au sein de nos cellules, qui jouent un rôle capital dans la transmutation cellulaire des gènes. Ce qui voudrait dire, en quelque sorte, que la clé de l'immortalité, et ça c'est moi qui le dis avec l'alchimie, la clé de notre immortalité se trouve en nous, et non dans des pilules miracles. Le fait de se connecter à la source de notre vérité intérieure, de s'ouvrir à son âme, vous donnez la possibilité à votre corps matière de se régénérer à l'infini, grâce au trou noir que nous avons dans nos cellules. Ce vortex étant la preuve de notre capacité à être un néguer, un être divin, nègre. Cette matière, un être de la lumière noire, cette matière qu'on est capable de transmuter en nous, qui nous fera vivre éternellement dans le même corps, des milliers d'années, comme un arbre. Pour devenir un éther, il nous faudra nous incarner 12 fois dans le cercle des 12 familles, Nkanda, pour pouvoir accumuler les 14 corps ou couches nécessaires à un être divin et qui lui ouvre les portes interstellaires. Chaque incarnation, selon les rites dans la tradition de Katiopa, nous parle de notre âme pure qui s'incarne et se réincarne. Les statues dont on a parlé tout à l'heure, les statues sont la représentation physique de cette âme dans un kongolo, dans un cercle d'un kanda, d'une famille, du monde. Une fois atteint sa maturité éthérique, des 144 corps, il fusionne vers une transmutation de la matière. Je m'arrête ici car c'est de l'alchimie pure, mais c'est tellement fascinant, j'adore. Quand on comprend la beauté des lois du cosmos, je vis dans la vérité est une loi du cosmos, une loi de la Maat, du Bukongo, qui nous invite à chercher toujours au plus profond de soi la source de ma vérité. Voilà pourquoi, en commençant chaque émission, je vous demande d'accueillir ma parole dans votre cœur pour en faire vôtre et que ma parole est le reflet de la vérité de mon âme. Et vous devez donc vivre votre vérité aussi.
La source est unique et les rayons d'incarnation par contre sont multiples. Chacun possède la vérité en soi. Il est donc inutile de faire des jugements sur les autres. En langue des oiseaux, faire un jugement, le jugement c'est un juge extérieur qui vous ment. Le jugement est souvent émis par ce que vous voyez et entendez venant d'une source extérieure à vous, alors que la vérité est la source intérieure. Et vous jugez ce que vous voyez, c'est se limiter à ne pas voir ce que vous ressentez ou ce que vous sentez au fond de vous. Un jugement est donc le reflet de votre ego, la partie extérieure qui émet un mensonge. C'est la partie extérieure qui vous ment. Pour vivre dans la vérité, il faut accepter le lâcher-prise et faire confiance en votre âme et conscience de la connaissance de votre source intérieure qui est connectée à toute chose et vous montrera le chemin à suivre si toutefois vous êtes consentant, car l'univers ne fera jamais ce que vous ne voulez pas faire. L'univers n'ira jamais à votre rencontre. Il n'ira jamais contre votre volonté d'agir. Toute expérience sera vécue dans la forme que vous lui donnerez. Si vous expérimentez la douleur, la souffrance, la violence, l'univers vous montrera cette étape de votre existence. Si vous expérimentez la douceur, la joie, l'harmonie, l'univers vous montrera cette étape. Tout est parfait dans l'univers. Tout est parfait dans l'Unza, car chaque âme est respectée pour la lumière qu'elle est. Chaque incarnation étant une étape vers le néther, vers l'être divin, le monde éthérique, le monde de l'antimatière, l'univers, l'infini, dans un être fini. Ben voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, mes chers pingui. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité à la radio Kimonto, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, me dit-on. Je suis heureuse de partager avec vous mes réflexions, mes inspirations, les idées que j'accompagne toujours, vous le savez bien, d'une pensée et d'une intention créatrice d'un mouvement inspirant et inspiré pour un monde meilleur. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et une bonne semaine aussi pour tous ceux qui nous suivent pendant la semaine en rediffusion. Continuez à vous libérer de vos énergies négatives. Ouvrez votre cœur. Allez à la rencontre des autres. C'est en multipliant les énergies que nous créerons notre futur. L'amour est la seule énergie qui se multiplie quand on la divise. Merci. C'est votre Mpangui Polar Colombe. À bientôt.